Merci Madame Lassois. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir participer à une activité qui est organisée par une association parce qu'elle nous oblige toujours à bouger, elle nous bouscule beaucoup et j'adore Madame Lassois parce que quand elle vient, elle est toujours revendicatrice et donc elle me donne des idées. Et je pense que ça c'est vraiment important. Et je pense que nous devons, j'ai envie de commencer mon intervention par cela, parce que quand on parle de l'article 19 et de la Convention de l'ONU, on parle d'abord du droit de la personne de vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Et ça, c'est vraiment un paradigme qui commence à s'imposer. J'ai bien dit qu'il commence, on n'est pas encore très loin, mais il s'impose pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du BAP, mais il y a dans la salle des personnes qui ne sont pas nécessairement concernées par le BAP, qui ont besoin d'autres types de prise en charge. Mais ce qui est important, c'est vraiment de changer le paradigme et de dire nous n'offrons plus, nous ne sommes plus une administration qui offre un service, nous sommes une administration qui répond aux besoins de la personne et qui adapte, fait en sorte que les services s'adaptent aux besoins des personnes. Alors, bien sûr, tout ça peut prendre des directions très variées. Avoir le choix de son lieu de résidence, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, si on est chez soi, qu'on peut y rester, c'est bien. Pour certaines personnes, ce n'est pas toujours possible, parce que les soins nécessités sont importants ou parce que le degré d'autonomie n'est pas suffisant. Mais on se rend compte que si on part de la personne et de son potentiel, on arrive souvent à développer pas mal l'autonomie et que même des personnes qu'au départ on pense avoir une déficience intellectuelle importante, développent des capacités d'autonomie qui font qu'elles vivent dans la société et qu'elles font changer le regard que la société a sur elle-même. Elles deviennent des citoyens à part entière, des citoyens qui peuvent amener quelque chose. Bien sûr, ça demande aussi de revoir nos façons de travailler. Quand on a réfléchi par rapport aux personnes qui ont un handicap mental en se disant elles n'ont pas la possibilité de travailler, créons autre chose, créons des activités citoyennes, il y avait toute la difficulté de se dire est-ce que ça n'entre pas en concurrence avec l'emploi? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'emploi à bon marché? Comment est-ce qu'on va faire pour que la personne soit reconnue dans son rôle, mais qu'en même temps, elle soit respectée dans son rôle? Parce qu'il ne suffit pas d'être reconnue, il faut surtout être respecté. Ça nous a demandé pas mal de travail, du travail aussi avec des organisations syndicales, avec des employeurs, pour arriver à un consensus. Donc on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Je crois que c'est habituel chez nous. Mais on est dans cette voie qui dit la personne a droit à avoir sa place dans la société, elle a le droit de sortir de chez elle, elle a le droit d'avoir une activité qui la valorise et qui fait qu'elle est reconnue pour ce qu'elle est, avec ses capacités et pas uniquement en fonction de son handicap. Je pense que s'il y a un paradigme que le BAP veut faire changer, c'est bien celui-là, c'est de permettre à la personne d'être reconnue pour ce qu'elle est et pas en fonction de son handicap. On le retrouve à tous les niveaux. Au niveau de l'emploi, c'est la même chose. Quand on dit on a des travailleurs, il y a un handicap, on dit oui, mais quel handicap? Non, quelle compétence? Et puis on verra comment on fait pour adapter le poste de travail. Donc on est vraiment en train de changer la façon de voir les choses pour permettre à la personne de trouver le travail qui lui convient plutôt que de chercher un travail ou plutôt un employeur qui veut bien de la personne. Ce n'est pas le respect de la personne que de donner n'importe quel travail à quelqu'un. C'est fondamental et si nous n'arrivons pas à faire changer cette mentalité, nous n'y arriverons pas. Avoir le choix de son lieu de résidence, avoir un BAP, c'est effectivement un peu un rêve. Mais que ce soit en matière de handicap physique ou même dans des handicaps comme la cérébrolésion, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'avoir un budget. Il faut encore qu'il y ait tous les services adéquats pour répondre aux besoins de la personne. Et les services adéquats, c'est aussi de pouvoir dire la personne est autonome, mais comment est-ce que je mets en place le filet de sécurité qui me permettra d'aller voir si elle s'en sort toujours, si elle n'est pas en train de déraper ou de s'enfoncer dans sa solitude pour finir finalement à devoir être prise en charge dans un hôpital. On est vraiment dans une autre façon de travailler qui nécessite de mettre en place ce filet de sécurité. Alors évidemment, le choix, ce filet de sécurité, c'est d'abord la diversité. Parce qu'avoir le choix de sa résidence, je dirais que pour le moment, Madame Lassois en a parlé, on est parfois dans le non-choix.
Quand on a mis en place le budget d'assistance personnelle et qu'on est allé dans certaines familles où on voyait que le prix de la liberté, le prix de rester chez soi, c'était le prix de vivre dans la pauvreté, dans la difficulté, et parfois le week-end, je pense que j'ai des collaborateurs qui s'occupent du BAP ici, de voir des gens qui le week-end ne voyaient personne et mangeaient des tartines parce que c'était le prix d'être chez soi, non, nous ne pouvons pas dire que c'est normal. Mais comment faire en sorte d'avoir des services qui se mettent en place pour répondre aux besoins? Parce qu'avoir uniquement de l'argent et pas les services, ça ne va pas. On l'a vu dans un cas de cérébrolésion il n'y a pas tellement longtemps, avec un jeune qui ne se reconnaît pas, dans les personnes qui sont en institution. Il ne veut pas y aller. Mais en même temps, il a mis le feu à son appart. Il a mis le feu à son appart parce qu'il était contrarié et qu'il n'a pas pu passer au-dessus de sa contrariété. Et que qu'est-ce que ça provoque d'avoir mis le feu dans son appart? D'abord des ennuis, parce qu'on se fait mettre dehors, et puis des ennuis avec la justice, parce qu'on ne peut pas mettre le feu aux appartements, il y a d'autres personnes, et on est parti dans un système où la justice, ne connaissant pas les difficultés de la cérébrolésion, se dit que puisqu'il a fauté, il doit payer sa faute, et on est parti dans quelque chose qui n'aura pas de fin. Si on ne fait pas en sorte que chacun dans la société ait conscience de ses spécificités, jamais nous n'arriverons à développer quelque chose qui sera utile pour tout le monde. Et ce jeune dont je parle, il avait eu un accident et ce n'était pas le budget qui manquait parce qu'il avait 50 000 euros pour son assurance chaque année. Et ce n'était pas suffisant pour avoir les services dont il avait besoin. Donc si nous ne changeons pas notre façon de voir, si nous ne mettons pas en place des services généralistes, pas des services spécialisés uniquement, parce que c'est trop facile de venir dire la WIB va s'en occuper. Non, si on veut changer, il faut dire que tous les services généralistes doivent s'en occuper. Et peut-être qu'on doit avoir de l'imagination. Ce matin, je me disais, le BAP, oui, et puis les gens qui vont me dire, est-ce qu'ils auront trouvé un moyen de transport? Aïe, aïe. Je vais sûrement l'entendre, mais je me disais, mais finalement, est-ce qu'on ne passerait pas par un truc genre Uber pour faire du covoiturage et voir s'il n'y a pas moyen de trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins de la personne? Je vais quelque part, il y a peut-être quelqu'un qui peut me prendre en charge ou un service qui n'est pas loin qui pourrait venir et l'informatique finalement permettrait d'avoir facilement des réponses à nos besoins. Prenons ce qui est bon dans les idées qui viennent du privé, on peut rejeter ce qui est moins bon, mais en tout cas, on doit réfléchir autrement. Sinon, la diversité et la suffisance de services ne sera jamais présente. Être entendu aussi, je pense que si on est là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est dans l'espoir d'être entendu, je pense que ce n'est pas facile. On parle d'accessibilité universelle, je pense que, moi je suis à la WIB depuis 2008, on en parlait déjà depuis longtemps de l'accessibilité universelle, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de trottoirs qui sont refaits sans qu'on pense à prévoir un passage pour les chaises. Je me dis que quelque part, le vieillissement de la population va nous aider, parce que comme on sera plus nombreux à avoir du mal à monter les escaliers, peut-être qu'on va trouver d'autres façons de résoudre et de prévoir l'accessibilité. Mais on se rend compte que trop souvent encore, quand on rénove un bâtiment, ce qui devrait être normal, que tout soit adapté, ce qui devrait être normal d'avoir des toilettes pour personnes handicapées, eh bien ce n'est pas encore le cas. On nous dit, oui mais il n'y a personne. Ben non, évidemment, tant qu'il n'y aura pas de toilette adaptée, il n'y aura personne qui viendra demander une toilette adaptée, puisqu'il ne pourra pas venir dans le bâtiment. Donc on doit arriver à renverser la vapeur pour faire en sorte que les choses puissent changer au niveau des services généraux. Le BAP, c'est effectivement une forme de diversification. Et je pense que le BAP nous montre toute la difficulté de répondre à des situations particulières. Il nous montre aussi combien les situations sont diversifiées. Alors c'est vrai, au départ, les premiers BAP, on a vraiment fait de l'intensité de soutien, on a calculé avec la personne, vraiment dans le respect de la personne, quel est le montant nécessaire pour vraiment pouvoir être pris en charge correctement. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les budgets ne sont pas utilisés. Donc il y a un manque de services, que les services à domicile sont en nombre insuffisant, qu'il y a des heures inconfortables, donc on doit peut-être répondre à des services, mais on voit en même temps qu'il y a des choses qui se développent. On voit par exemple qu'on a des services d'aide à la vie journalière. Donc aide à la vie journalière pour des personnes lourdement handicapées, au moins 1 heure de soins par jour. C'est une dizaine d'habitations sociales, on paye en fonction de ses revenus. Donc l'idée était bonne quand on les a créées, il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, on se rend compte que c'est pas drôle de devoir
déménager pour aller habiter dans un endroit qui n'est pas nécessairement proche de chez soi. Qu'on ne s'entend pas avec tous les intervenants. Les intervenants ne s'entendent pas avec toutes les personnes handicapées. Mais quand on est dans un endroit où il y a toujours les mêmes personnes, on est obligé de se supporter. Donc le choix, je dirais mutuel, n'est pas présent. Et donc, on se rend compte maintenant que les AVJ sont venus elles-mêmes, donc les services d'état de la vie journaliste, sont venus eux-mêmes dire, mais nous, on pourrait faire de l'AVJ light. C'est-à-dire, si vous nous autorisez à dépasser les 500 mètres, eh bien, on peut très bien aller rendre service à des personnes qui habitent pas loin. Et un des derniers cas, c'est la personne dont on a parlé il n'y a pas longtemps, enfin, qui avait manifesté ses difficultés dans la presse parce que myopathe, avec des difficultés de déglutition, le service d'aide à domicile ne pouvait plus y aller, et là il y avait un besoin médicalisé. Eh bien, on a un AVJ qui a proposé de le faire. Donc on voit que les mentalités des services spécialisés commencent à changer et qu'il y a une volonté de répondre à plus de personnes. C'est pas parfait, c'est le début. Mais n'oublions pas que notre secteur est un secteur qui existe depuis longtemps, et donc que tous les changements nécessitent des changements de culture. Et je pense que si nous voulons réussir ces changements de culture, il faut changer les écoles. J'étais contente, il y a une jeune éducatrice qui est là, que j'ai vue tout à l'heure, qui est avec le mouvement Personne d'abord, donc qui apprend les bons réflexes. C'est la personne qui décide ce dont elle a besoin. Je viens apprendre à respecter les besoins de la personne. Nous devons travailler dans nos écoles d'éducateurs pour apprendre aux éducateurs à être des personnes de ressources pour la personne handicapée et pas celle qui sait vis-à-vis de la personne handicapée. C'est un changement de paradigme. Nous devons apprendre à nos architectes à construire adaptable de façon généralisée. Le reste ne devrait même plus être permis. Et pourtant, on n'en est pas encore là. On continue à construire des maisons avec une marche. Je ne sais pas très bien. Peut-être que pour la pluie c'est utile, mais il doit y avoir un autre moyen de ne pas faire des marches à toutes les maisons. Ce sont des changements que nous devons provoquer chez tous les professionnels. Alors, on est en train d'y travailler parce qu'on s'est dit, on ne va pas attendre que les architectes y pensent tout seuls, parce qu'eux-mêmes sont un peu démunis. Donc, on est en train de travailler avec des services spécialisés à faire un programme de formation. Et on espère qu'on attirera les architectes. Et puis, on a un responsable du programme qui est dans la salle. Le but, c'est de dire, mais les architectes qui ont envie de construire adapté, on va leur donner la formation pour qu'ils puissent le faire. Et on va la donner aussi aux agents des communes qui s'occupent de l'aménagement du territoire, pour qu'ils aient ce réflexe et qu'ils pensent directement à construire adaptable. Et j'espère que comme ça, on arrivera à développer le concept et qu'on touchera aussi les écoles d'architectes. Accessibilité universelle, c'est aussi l'accessibilité aux loisirs, à la culture. On n'en est pas encore loin. Regardons nos télévisions. Combien de fois avons-nous des programmes en langue des signes ou sous-titrés? On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Comment faire en sorte que les services généralistes offrent un service qui touche toute la population? Je suis toujours étonnée de voir qu'on est prêt à lancer une activité, une action spéciale pour récolter des fonds pour un but précis, mais que quand il s'agit de le faire sur la durée, c'est plus difficile. C'est chacun qui doit se remettre en question. C'est aussi nous, tout un chacun, qui devons faire en sorte que chacun se pose la question. Je pense qu'on a montré qu'il y avait moyen, dans une salle de cinéma, d'accueillir des personnes avec autisme si on était attentif à la lumière et à d'autres choses qui font qu'on ne va pas provoquer l'angoisse chez la personne avec autisme. On peut le faire pour le théâtre, on peut le faire pour beaucoup de choses. Si on forme aussi les agents qui sont à l'accueil, les personnes qui sont à l'accueil, pour ne pas qu'elles aient peur si quelqu'un est tout d'un coup en crise ou en difficulté ou a un comportement un peu spécial, eh bien on arrivera à un changement. Mais ça, moi je compte beaucoup sur les jeunes et sur la jeunesse, mais c'est à nous à les former. Si nous voulons aller plus loin, il faut passer à ça. Alors c'est vrai, pour l'instant, les BAP, nous les avons mis de façon forfaitaire. C'était un choix. Alors je sais bien que mon choix n'est pas partagé par Madame Lassoire. Ils sont à 7 500 € pour la journée, 7 500 € pour les personnes qui ont besoin de soins en plus la nuit, donc 15 000 maximum au total. C'est loin d'être suffisant, mais ça nous a permis de répondre à un plus grand nombre de personnes. Parce que nous avons quand même encore dans nos listes d'attente environ 200 personnes qui sont dans les conditions. Notre arrêté n'était pas très bien fait, on est en train de le modifier. Donc il y a des gens qui ne sont pas dans les conditions, mais qui sont dans les attentes parce que nous n'avons pas
de moyens de dire non, vous n'y avez pas droit, donc nous changeons parce que je pense que la moindre des choses, ce respect des gens, c'est de pouvoir dire désolé, vous n'êtes pas dans les conditions, vous n'aurez pas accès, et pas dire ah, vous êtes sur une liste d'attente, peut-être qu'un jour vous aurez. Donc on est en train de changer ça, mais on se rend compte qu'il y a quand même encore 200 personnes qui attendent. Donc on a choisi un peu la voie de la solidarité. Donc c'est vrai qu'on a moins, c'est pas idéal, mais on a donné au plus grand nombre parce qu'on sait que aussi longtemps qu'on n'a pas développé suffisamment de services adéquats, de toute façon, l'argent n'est pas utilisé. Donc c'était un peu le choix de la raison. Et puis, j'espère quand même qu'un jour, la crise sera terminée et qu'on pourra mieux répondre aux besoins de tout un chacun. Le BAP est une possibilité de prise en charge, ce n'est pas la seule. L'article 19, c'est le logement. On doit aussi penser le logement pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou des difficultés. Je parlerai de troubles du comportement, pas d'autisme, comme ça évite la guerre des écoles. Mais je pense que tout un chacun doit pouvoir avoir la possibilité d'essayer l'autonomie. Je pense que tout le monde n'est pas capable de devenir vraiment autonome, mais même si c'est 6 mois, si quelqu'un a envie 6 mois d'essayer l'autonomie, pour pouvoir se dire après finalement ce n'est pas pour moi, je pense qu'il doit pouvoir le faire. J'ai rencontré une jeune femme il y a quelques années en AVJ qui avait vécu longtemps en institution et qui était en autonomie. Et en 1 heure, elle m'a dit au moins 20 fois c'est difficile la liberté, c'est difficile la liberté. Et chaque fois qu'elle disait 2 fois, c'est difficile la liberté. Je me disais, mais oui, mais au moins, si après elle décide de choisir un système un peu plus encadrant, elle aura au moins rencontré ça. Et si entre-temps, on trouve un moyen de l'aider pour qu'elle devienne vraiment autonome, eh bien, elle aura réussi quelque chose. Et ça, je pense que c'est la base du respect de soi-même et c'est la base du respect par les autres. Nous devons faire en sorte que ce soit possible pour les personnes, quel que soit le type de handicap. Et là, nous sommes encore loin. Moi, je pense que si nous voulons y arriver, nous devons développer les services en milieu de vie. Nous devons, et même l'institution doit ouvrir ses portes. Nous insistons beaucoup pour qu'elle ouvre ses portes, pour qu'elle fasse des institutions, pour que les institutions soient plus petites, pour que chacun ait son espace, si possible, sa chambre. J'ai vu récemment des jeunes qui sont maintenant en autonomie. C'était un jeune, enfin, pas si jeune, avait 40 ans. Mais c'est quelqu'un qu'on avait mis sur les listes d'attente au village numéro 1, institution traditionnelle. Et puis finalement, le projet que ses parents menaient depuis 20 ans est arrivé à maturité. Il est allé au Val des Coccinelles. Ce sont des petits studios, logement social, avec des éducateurs quand même le jour, et une pièce commune et une personne qui reste la nuit, donc qui peut jeter un coup d'œil s'il y a un problème. Il a vécu 2 ans là, et maintenant, il est passé dans un système autonomie où il y avait 2 éducateurs, 8 studios, où ils ont chacun leur petit studio, et en plus une grande pièce communautaire avec une cuisine où ils mangent 1 fois par semaine ensemble. Et les parents, pour se rassurer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout subsidié, avaient dit, l'éducateur viendra faire une réunion avec tout le monde toutes les semaines, comme ça on est sûr que tout se passe bien. Ils ont fait ça 6 mois, et puis ils ont dit, éducateur 1 fois tous les 15 jours, c'est assez, hein. Le reste on sait faire nous-mêmes. Ça montre bien que si on donne l'autonomie, même à des personnes qui ont un handicap mental, ils développent leurs capacités. Bien sûr, toujours avec la sécurité, mais ils développent leurs capacités. Et c'est vraiment vers ça que nous devons aller pour garder des systèmes qui vont nécessiter un encadrement plus lourd aux personnes qui en ont vraiment besoin. Mais toujours en gardant cette idée de respect et de libre arbitre de la personne handicapée. Je pense que pour aller vers ça, il faut aussi que nous soyons très attentifs à notre jeunesse. Je pense que nous devons développer des contacts. Nous avons tendance à dire la WIP est résiduaire et pour ça, ça veut dire que nous devons travailler avec les services généralistes. Je pense que nous devons développer, nous avons commencé, nous devons le renforcer, les contacts avec la santé mentale, les contacts avec l'enseignement spécialisé. Parce que là aussi, on voit qu'on a un enseignement spécialisé qui est très bien dans sa conception, mais où on ne forme pas les enseignants, on ne les sensibilise même pas au handicap au départ. Donc, même s'ils sont là avec leur bonne volonté, il leur manque des connaissances. Donc comment est-ce qu'on fait pour que cet enseignement devienne vraiment utile, d'abord pour l'enseignant, parce que sinon il ne peut pas offrir le meilleur de lui-même aux jeunes qui sont là, et on voit finalement que des jeunes avec troubles du comportement sont rejetés de l'école, pas seulement d'enseignement ordinaire, aussi de l'enseignement spécialisé qui est censé s'occuper d'eux. Donc on voit que la dynamique, elle est multiple.
J'ai vu Madame Cajot en entrant, qui gère l'entretemps, qui est un service un peu novateur, qui a été créé il y a quelques années, c'est-à-dire dans aucune case, donc il est dans toutes les cases en même temps. Et on en discutait. Si on laisse les gens chacun dans leur sphère, inévitablement on ne trouvera pas de solution. Parce que le jeune, il est multiple. Il est d'abord ado. Alors, tous les gens qui ont eu des enfants ados savent que c'est pas facile. Un enfant ado qui a des troubles de comportement, c'est encore moins facile. Si on n'est pas là, avec des services spécialisés à certains moments, capables d'entendre la difficulté des jeunes, d'en tenir compte, éventuellement de retrouver un logement spécifique à un moment donné pour qu'ils puissent sortir de leur milieu, se refaire et puis rentrer dans le système, nous n'y arriverons pas. Donc ce sont autant de défis que nous devons relever tous ensemble, mais ces défis-là, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous devons nous dire tout ce qui était avant n'est pas mauvais. C'est le monde qui change. C'est nous qui changeons et qui devons aller vers autre chose. Nous ne remettons pas en cause une façon de travailler, nous voulons une nouvelle façon de travailler. Tirons profit de ce que nous avons appris avant pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, mais surtout allons de l'avant et osons. Et oser, ça veut dire impliquer aussi les parents. Parce que trop souvent, je vois des parents qui cherchent un toit pour leur enfant parce qu'ils ont peur. Et tant que nous n'aurons pas le choix, que nous ne permettrons pas par le choix de choisir notre logement, de permettre à chacun de choisir son logement, nous continuerons à avoir des parents qui ont peur et qui cherchent un système qui va donner une sécurité aux jeunes, mais surtout aux parents. Je voulais juste terminer sur cet exemple-là. Nous devons oser le faire. Je suis allée la semaine passée dans un service qui inaugurait un mini service résidentiel pour adultes. C'était 12 personnes, donc pas trop. Et après, avant de partir, je rencontre des parents qui me disent « Ah mais oui, oui, notre fille était dans un autre service, mais ça n'a pas été, mais je n'avais pas encore vu la fille. » Et puis, oui, mais ici... la vie affective, ici, je ne savais pas trop bien ce qu'elle voulait me dire. Est-ce qu'elle était pour ou est-ce qu'elle était contre la vie affective de sa fille? Je pense qu'elle avait surtout peur. Donc, je la rassure en disant, on a des éducateurs qui réfléchissent, on apprend le respect, on apprend le discernement, donc la personne va faire son... Et puis la fille arrive, 24 ans, très volubile et probablement que dans certaines institutions, on m'aurait déjà dit qu'elle avait des troubles du comportement. Et donc on parle un peu et elle me dit, oui, parce que moi on m'a placée ici. Hein. Et je me dis là, elle est quand même pas... Elle a beau avoir un handicap mental, la fille, elle a bien compris. Elle n'a pas envie d'être ici, elle me le dit. Elle a envie d'essayer autre chose. Donc je pense que ça, on doit l'offrir à tout le monde. La possibilité d'essayer ce qu'on a envie d'essayer. Mais ça voudra dire remettre en cause certaines façons de travailler, pas diminuer les moyens parce que manifestement il y a trop de prises en charge qui ne sont pas encore possibles. Et je n'aime pas prise en charge, je préfère offre de service. Mais ça voudra dire pour tous, éducateurs, professionnels, société en général, un changement, oser le risque, donner la chance d'essayer et ne pas juger quand on rate. J'espère qu'on arrivera à ça. Je sais qu'on en est encore loin, Madame Nassois, mais n'hésitez pas à venir me reprocher tout ce que vous voulez. Vous êtes toujours la bienvenue, puisqu'à chaque fois j'ai une nouvelle idée. Merci de votre attention.